Mais Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aikitalk. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un aikidoka qui incarne à la fois la rigueur et la curiosité et la transmission. Il a enseigné la philosophie pendant environ 13 ans. Et avant de se consacrer pleinement à l'aïkido, une discipline qu'il pratique depuis plus de 35 ans. Son parcours est riche de voyages au Japon, des rencontres avec des maîtres de haut niveau, mais aussi d'un investissement profond dans l'enseignement. On va parler de tout ça et peut-être un peu plus. Aujourd'hui, j'accueille Farid Simoussa, 5e Dan Aikikai, délégué fédéral régional de la Ligue de Bretagne et responsable du dojo nantais. Bienvenue. c'est ça, merci, merci pour l'accueil. Responsable au dojo nantais et puis un autre club à Nantes, Aikido Nantes Atlantique. Ok. Alors Farid, tu as découvert l'aïkido dans ta jeunesse. Et tu l'as poursuivi de manière constante et parallèle à une carrière d'enseignant en philosophie. Ouais. Et ta pratique semble être justement une recherche constante du sens au-delà de la philosophie aussi. Comment s'est passée ta première rencontre avec l'aïkido ? Alors, ma première rencontre avec l'aïkido, et après je reviendrai sur ce que tu viens de dire. Ma première rencontre avec l'aïkido, c'était à 16 ans, au Cercle Nantais d'Aïkido, un club à Nantes, qui était dirigé à l'époque et qui est toujours dirigé par Catherine David, qui est aujourd'hui 6e Dan et qui était 3e Dan à l'époque. Et c'est là-bas que j'ai pris mon premier cours d'aïkido, donc en septembre 89. Sur ce rapport-là dont tu parles à la philosophie, à l'enseignement, effectivement, j'ai eu ensuite un parcours de prof de philo et d'aïkido. Et souvent, on me pousse à faire le lien entre les deux, alors que moi, dans mon vécu, j'ai pas vraiment vécu ça comme ça. C'est peut-être des choses qui se dégagent de moi malgré moi, mais je sais que ça peut être très attirant, philo, aïkido et tout ça. Moi, c'est pas comme ça que je le vis de l'intérieur. Mais on va pouvoir en parler avec grand plaisir, de toute façon, de tout ça. J'ai plutôt, moi, vécu deux chemins complètement parallèles et un peu différents au départ. Après, que de ce que je raconte et de moi se dégagent des liens, ça c'est possible, mais c'est pas une volonté pour moi de faire un lien entre l'aïkido et la philosophie, par exemple. Voilà, mais avec plaisir pour en parler. Et donc, j'ai commencé l'aïkido donc, à 16 ans chez Catherine David, qui était 3e Dan à l'époque, un club à côté de chez moi, du coup j'habitais chez mes parents, j'étais encore lycéen, et donc à 16 ans je découvre ce club, et pendant 1 an ou 2 j'ai fait beaucoup d'aïkido au club, et puis à partir de la 2e année j'ai commencé à sortir dans les stages beaucoup, parce que Catherine nous poussait à aller voir tous les sensei, tous les maîtres qui passaient dans le coin, et donc très très tôt j'ai eu cette culture grâce à elle, d'aller voir les maîtres, d'aller voir les profs, n'importe qui, qu'on aime pas, on va voir, quoi. Voilà. Et est-ce que tu as accroché à l'aïkido tout de suite ou c'est après plusieurs années ? J'ai pas accroché tout de suite parce que je suis venu à l'aïkido dans un esprit de self-défense, en fait, au départ. Parce que, en fait, 6 mois avant, je m'étais fait casser la figure dans la rue. Et je m'étais dit, faut plus que ça m'arrive, faut que j'apprenne à me défendre. Et en fait, au début, comme j'étais un garçon plutôt timide, gentil, j'avais un peu peur, je pense, de faire de la boxe ou des choses plus costauds. Et je m'étais dit, tiens, l'aïkido, un garçon aussi un peu intello, je me dis, tiens, l'aïkido, retourner la force de l'adversaire contre lui-même, ça va bien me convenir, quoi. Et les premiers cours, je me disais, mais ça va jamais m'apprendre à faire de la self-défense, quoi. Ça va jamais m'apprendre à me battre. J'attrape un poignet, je tombe. Pendant quelques mois, voire plus d'1 an, je comprenais pas trop et j'accrochais pas trop. Par contre, j'accrochais beaucoup avec les gens. Et donc, j'ai beaucoup accroché avec ma professeure Catherine, et puis avec les autres pratiquants qui étaient là, quoi. Il y en a plein qui sont devenus des amis. Et du coup, je suis resté, et puis je me disais, bon, il y a un truc quoi, dans l'aïkido, il faut sûrement du temps. J'avais confiance dans ma prof, j'avais confiance que ça allait peut-être m'amener quelque chose au bout d'un moment.
Mais au début, vraiment, c'est sur la confiance dans le sensei et aussi l'amitié que je suis resté, quoi. Et puis, petit à petit, ça a changé. Et en plus, petit à petit, mon intérêt pour la self-défense a décru et est devenu quasi inexistant. Donc, finalement, j'ai pas eu besoin d'aller vers ça, quoi. Donc, c'est finalement un peu le but ou la philosophie de l'aïkido elle-même, du coup, contre la violence, tout ça, non? Ouais. Disons que quand j'ai commencé à comprendre la notion de connexion, de contact, de relation avec l'autre, là j'ai trouvé une vraie joie dans la pratique. Et à partir de là, j'ai aimé l'aïkido en soi, quoi, sans autre but. Pas faire de l'aïkido pour apprendre à me battre, faire de l'aïkido pour être en forme ou faire de l'aïkido pour je sais pas quoi. Je me suis dit, mais l'aïkido, en fait, en soi, c'est bien, quoi. Et à partir de là, j'aimais faire de l'aïkido pour faire de l'aïkido, sans objectif, sans autre envie. Et donc là, après, j'avais envie d'en faire tout le temps, quoi. Enfin, beaucoup. Ouais. Et du coup, t'en as fait combien de temps avant de te dire, c'est bon, j'essaierai plus d'un autre... j'irai pas faire un autre art martial ou quelque chose, et puis je me consacre vraiment que à l'aïkido? Je pense au bout de 2-3 ans, je me suis dit, ah ouais, mais ça, j'adore, quoi, je vais continuer. Alors après, parallèlement, j'ai fait d'autres trucs, quoi. J'ai fait du karaté, j'ai fait du tai chi, j'ai essayé un peu la capoeira, j'ai fait, là, je fais du jiu-jitsu brésilien un petit peu, j'ai touché un tout petit peu à la boxe, mais l'aïkido, c'est le centre, et ça n'a pas bougé depuis 30 ans, quoi. L'aïkido, c'est le centre, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ouais. Et aucun regret, du coup, par rapport justement le premier jour où tu as franchi le dojo pour apprendre le self-défense et finalement rester... Non, parce que c'est une grosse question, là, la question de la self-défense, la question de l'efficacité martiale, tout ça. Tout le monde en parle tout le temps et tout, et c'est vrai que c'est une question, mais en fait, moi, sociologiquement et tout ça, je ne suis pas dans des milieux où je vais me faire casser la figure, en fait. Et donc, très très tôt, je me suis dit ça très tôt, je me suis dit, mais si je m'entraîne, si je pratique 10-12 heures par semaine pour quelque chose qui m'arrive jamais, ça va pas. Alors que, je sais pas, si j'étais militaire ou si j'étais gardien de boîte de nuit, ma sociologie serait autre, et mon environnement serait autre, et donc j'aurais d'autres raisons de faire d'autres pratiques. Alors que là, moi, j'étais dans un milieu tranquille et tout, et je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas passer des heures à faire des pratiques de self-défense alors que ça ne m'arrivera pas. Donc, il vaut mieux que tout ce temps-là soit investi dans quelque chose qui me développe, qui me fait du bien, qui m'aide justement dans ma vie de tous les jours, corporellement et dans le relationnel aux autres, quoi. Et donc, au centre de l'aïkido, j'ai mis assez tôt, comment appeler ça, la question de la relation à l'autre, on va dire. En général, quoi, en général. Et pas de l'agression physique c'est en fait, moi ça fait, oui, alors je me suis fait agresser une fois à 15 ans, mais depuis ça m'est jamais arrivé, quoi. Donc je trouverais ça dommage de consacrer autant de temps pour quelque chose qui n'arrive pas, quoi. Et encore une fois, on peut le faire, tout dépend de où on se situe dans la vie, qu'est-ce qu'on fait. Un tueur professionnel, un gardien de boîte de nuit, un militaire, et puis, je sais pas, un professeur d'université, ils n'ont pas le même environnement, et ils ne côtoient pas les mêmes personnes, donc ils n'ont pas les mêmes probabilités de croiser l'agression physique, par exemple, quoi. Ouais, voilà, je me suis dit ça. À cette époque-là, tu étais un étudiant, du coup, quand tu as commencé à 16 ans? Ouais, 16 ans, j'étais lycéen, puis après, je suis devenu étudiant, ouais. Ok. En philo, effectivement. Ouais. Ok. Et est-ce que, à ce moment-là, tu considérais que tu allais justement faire l'aïkido pendant de nombreuses années, ou c'était pour toi juste un art martial, tu kiffes bien l'ambiance, tout ça? Non, c'était assez sérieux, assez tôt, quoi. Okay. Assez tôt, pratiquer l'aïkido, quoi. J'avais pas du tout encore les notions d'enseignement et tout ça, mais il y avait quelque chose qui avait accroché, et pour moi c'était central dans ma vie. Au bout de 2-3 ans d'aïkido, c'était devenu central. Ouais. Okay. Et encore une fois, pas parce qu'il y avait un objectif à atteindre, mais en soi. Venir au dojo,
ressentir ce contact physique particulier avec les autres, qui te fait prendre conscience de toi-même, qui te fait prendre conscience de l'autre. Ouais, ça c'était devenu central très tôt, ouais. Ouais. Et tu avais quelle vision, ou c'était quoi en fait? Quelle était comment ta vue à propos de l'aïkido à ce moment-là? Comment tu voyais l'aïkido à cette époque du coup? Ben, moi, il y a une lecture qui m'a beaucoup frappé à 16-17 ans, c'était Aïkido, Nature et Harmonie de Maître Sao Tomé. Alors je pense qu'effectivement, là, il y avait peut-être un lien déjà avec mon goût pour la philosophie, par ailleurs. Et cette connexion entre les techniques qu'on fait en Aïkido et puis la nature, les forces de la nature, les éléments naturels, les mouvements naturels, et toute la question de l'harmonisation avec l'autre, le fait qu'en effaçant les imperfections de nos propres mouvements, on allait créer encore plus d'harmonie, que c'était mes propres imperfections qui créaient des freins dans la technique. Et très très vite, je me suis dit, mes propres imperfections corporelles, c'est des imperfections psychologiques en fait, qui créent des tensions corporelles. Donc plus je suis serein, plus je suis apaisé, plus mon corps l'est, plus la possibilité de s'harmoniser avec l'autre est grande. Et je trouve que dans cette capacité d'harmonisation, il y a quelque chose de profond et de profondément joyeux, quoi. Profondément joyeux, intense, important. Je l'ai ressenti comme ça, quoi. J'ai ressenti comme ça. C'était une image pour moi de l'authenticité, de la connexion, de la relation authentique aux autres. Et je me suis dit, cette relation-là que je cherche en tout cas avec les autres dans l'aïkido, j'ai envie de l'avoir dans la vie aussi. Et l'un va m'aider à l'autre, quoi. Et ça, j'ai toujours constaté que si je travaillais un peu sur moi, sur des peurs, sur des blocages, des traumatismes et tout ça, et que je libérais un traumatisme par un travail sur moi, mon aïkido il changeait. Parce qu'il y avait des tensions intérieures qui n'étaient plus là. Et ces tensions intérieures, elles créaient des barrières dans ma relation à l'autre. Et quand elles disparaissaient, il y avait moins de barrières. Donc la relation était plus authentique. Et puis inversement, quand les sensei m'expliquaient, là, tu vois, tu bloques à cet endroit-là, tu bloques à cet endroit-là, et que j'essayais de relâcher pour être dans un meilleur contact avec l'autre, je constatais que dans ma vie, oui, là je me crispe, quand je suis dans telle situation, je me crispe. En fait, quand je me crispe, c'est comme quand je tends le bras, je pourrais relâcher le bras, laisser passer. Quand quelqu'un m'insulte, je pourrais dire, bon, ok, c'est un yokomen, quoi. J'ai juste à dire, ok, d'accord, je suis un connard, qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? Ah, t'es pas content parce que tu peux pas sortir, parce que j'ai garé ma voiture derrière toi. Ah oui, excuse-moi, j'avais pas vu, c'est une erreur de ma part, je te demande pardon, je vais bouger ma voiture. Et ça, je me suis dit, mais ça, c'est de l'aïkido, quoi. C'est-à-dire, l'insulte qu'on m'envoie, c'est un yokomen ou un tsuki. Donc si je casse le bras, je ne sais pas ce qu'il veut me dire, en fait. Alors que si j'essaie d'écouter ce qu'il veut dire derrière, peut-être résoudre le problème d'une manière où tous les deux, le gars il me dit, c'est cool, du coup j'ai un peu de temps, on va boire une bière avant de bouger les voitures, quoi. Tu vois. C'est fou. En fait, tu avais déjà en fait une approche un peu philosophique déjà à ce moment-là. Oui, mais alors moi je ne m'en rends pas compte. Effectivement, si on le voit comme ça, oui, c'est vrai. Et ça, je l'ai eu très tôt. Mais pour moi, c'est plus lié à mon histoire personnelle, ça. C'est plus lié à mon histoire personnelle. Et donc, je ne sais pas si c'est le lieu d'entrer dans mon histoire personnelle, mais disons que les choses de la vie m'ont placé très tôt dans un endroit où, pour moi, il était question d'essayer de concilier des désaccords, quoi. J'ai très tôt fait ça dans ma vie. Concilier des désaccords. Voilà, pour le dire rapidement, j'ai eu il est mort maintenant, j'ai eu un papa musulman et une maman chrétienne. Et ils s'aimaient jusqu'à leur mort, ma mère n'est pas morte. Moi, j'aimais mes deux parents. Donc, sur la question de Dieu et tout ça, je me disais, mais c'est qui a raison? Et je me disais, ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Et donc, j'ai très très petit eu cette idée que il faut qu'on réussisse à trouver un endroit où on est d'accord. Et donc, pour moi, ça ne vient pas de la philo, ça vient plutôt de mon histoire personnelle, cette propension que j'ai à chercher les points communs, les mettre en valeur et essayer de trouver une issue où tout le monde s'entend, quoi.
Et parce que mes parents s'entendaient très bien. Donc, voilà. Donc là, voilà, on rentre un peu dans l'intimité, mais pour répondre sincèrement à la question, je pense que ça vient de là, en fait. Je pense que ça vient plutôt de là, et que mon goût pour la philosophie, c'est pas autre chose, mais c'était déjà là, quoi, avant que je découvre la philosophie en terminale, par exemple. Ok. J'ai commencé l'aïkido avant de faire de la philo, je savais pas ce que c'était jusqu'à mes 17 ans, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus, mais... Ok, du coup, ensuite, t'es parti du coup faire tes études supérieures en philosophie. Ouais, c'est ça. Donc, Nantes, c'est une grande ville quand même, donc en fait, moi, j'ai jamais bougé de Nantes, j'y suis né, j'y habite encore. Donc, il y avait une université de philo à Nantes, donc je suis allé là-bas, enfin, j'ai adoré mon professeur de philosophie en terminale, et puis... et ses cours, et ça a été une révélation pour moi, et je suis parti faire j'ai fait une année de fac de sciences, et puis après de la philo, enfin peu importe dans le détail, quoi, mais... Et effectivement, je me suis retrouvé assez tôt, à 21 ans, prof de philo, quoi. Voilà. Okay. Et pendant ce temps-là, tu pratiquais toujours l'aïkido? Ouais, voilà, pendant ce temps-là... Tu n'avais pas encore commencé à enseigner, ou... Alors, j'ai fait... Mes premiers cours, c'était des remplacements ponctuels, donc ça, c'était après... En 96, donc au bout de 5 ans, 95 je crois, 95 les premiers remplacements. Quand Catherine n'était pas là, ponctuellement, elle m'avait donné... Et puis j'avais co-animé avec elle les cours enfants. Okay. Voilà. Et j'ai passé le brevet fédéral en 96. Donc c'était déjà dans l'air, c'était venu au départ de cette demande de co-animer les cours enfants. Après j'ai eu les cours enfants dans ce club-là du Cercle Nantais d'Aïkido, le club de Catherine. Et donc après mon BF, j'ai fait les cours enfants pendant, je sais plus, quelques années. Pas beaucoup, mais 2, 3, 4 ans peut-être. Et je remplaçais ponctuellement. Et ensuite, Catherine, elle a eu un déplacement professionnel, elle est partie assez loin de Nantes. Et là, je mélange un peu, mais j'ai eu un cours par semaine régulier. Il y avait 3 cours au CNA, et j'ai eu un cours toutes les semaines. Voilà, ça s'est installé comme ça, petit à petit. Au début, pour les cours enfants, et puis ensuite pour des remplacements, quoi. Et donc, moi, je ne cherchais pas plus que ça, mais ça s'est un peu fait comme ça, quoi, on va dire. Tu étais encore en études? J'étais encore en études, okay. Ou après j'étais prof donc dans les lycées, et je donnais quelques cours à la fac de Nantes en vacation. Et en même temps, voilà, je faisais mes cours d'aïkido le soir, et parfois je donnais les cours, quoi, où je remplaçais, quoi. Ouais. Ok, est-ce que tu trouvais des points communs, en tout cas, ou des différences entre donner un cours de philo et un cours d'aïkido? Ah ouais, alors voilà, la plus grande différence, c'est que dans les cours d'aïkido, j'avais des gens qui avaient décidé d'être là, alors qu'en philo, j'avais des gens qui n'avaient pas le choix d'être là ou pas. Et je pense que c'est la différence majeure. Donc dans une classe de philo de 30, j'avais 2 personnes qui étaient intéressées, 20 qui n'avaient vraiment rien à faire et qui n'avaient pas demandé à être là, puis 5 que ça ennuyait profondément. Bon, ça fait pas 30, mais 7 que ça ennuyait, 8, et qui faisaient le bazar et tout ça, quoi. Et ça, c'est une énorme différence, et c'est ce qui rend l'enseignement dans l'éducation nationale assez difficile, c'est que les gens, ils n'ont pas décidé d'être là. Donc ça veut dire que si on n'est pas persuadé qu'il faut absolument que les 30 élèves apprennent ce qu'on a à leur enseigner, on a du mal à les motiver. Et moi, je ne me disais pas, il faut absolument que tout le monde fasse de la philo, quoi. Je ne me disais pas du tout ça, quoi. Donc forcer des gens à apprendre de la philo alors qu'ils n'ont pas envie d'être là, c'était super dur, quoi. Et en aïkido, c'est pas ça. Les gens, ils viennent, puis s'ils n'aiment pas l'aïkido, ils s'en vont, quoi. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure, mais elle est super importante. Si on disait à tous les gens de France, tous, sans exception, à 16 ans, vous allez tous faire de l'aïkido 4 heures par semaine pendant 1 an, les cours d'aïkido, ce serait autre chose, hein.
ça serait très, sûr. très, très compliqué. Ça, c'est sûr. Très, très, très compliqué. Ouais. Si personne ne peut y échapper, ce serait très compliqué. Ah oui, ça, c'est Donc sûr. ça, c'est la différence majeure. Ouais. Ok. C'est parce que statistiquement, sur les 30 élèves, tu tombes sur un ou deux pour qui ça parle à ce moment-là. Et donc eux, par hasard, ça tombe bien. Mais pour plein d'autres, soit c'est des questions qui se sont posées avant, des questions qui se poseront après ou des questions qui ne se poseront pas. Et donc ils subissent, quoi. Alors tu fais des artifices, tu essayes de rendre les trucs intéressants, mais ça a ses limites. Les gens, ils n'ont pas choisi de faire ça. Donc, alors qu'en aikido, tu as des gens qui ont envie d'être là. C'est vraiment très, très différent. Ouais. C'est la même différence que justement, il y a des aikidoka qui cherchent le fond, la philo de, comme on disait tout à l'heure, le sens de la technique, la forme de travail, tout ça. Donc ouais, effectivement, c'est très différent. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, quand tu as commencé à enseigner de manière un peu plus officielle l'aïkido, est-ce que tu trouvais qu'il y avait vraiment là, du coup, toujours cette petite différence ou tu t'es aperçu qu'il y avait autre chose en matière d'enseigner justement la philo et l'aïkido? Là, je parle vraiment que pour les adultes. Du coup, oui, l'autre chose, c'est le caractère concret des choses, parce que l'aïkido, tu fais avec le corps. Donc si tu crées un déséquilibre, l'autre, il est déséquilibré ou il n'est pas déséquilibré, quoi. Alors qu'effectivement, l'enseignement intellectuel, tu fais appel à des expériences de pensée, tu fais appel à soit des expériences que les gens ont vécues, tu fais appel à leur mémoire, est-ce que vous avez déjà vécu ça, est-ce que vous voyez telle situation, mais ça reste quelque chose de théorique et d'abstrait. Alors moi j'aimais bien, moi ça me plaisait, mais alors que là, en aïkido, tu as une relation directe ici et maintenant de corps à corps, et du coup la personne, elle le ressent. Donc le ressentant, elle ne peut pas dire c'est une expérience de pensée, quoi. Donc là, ça rend les choses, je trouve, plus faciles à enseigner. Plus facile à enseigner parce que tu peux dire on essaye. On essaye, quoi. Vas-y, on fait, pousse, tire. Est-ce que tu tombes, est-ce que tu tombes pas, quoi. Et donc le passage par le corps, quoi. Le passage par le corps, c'est la grosse différence entre l'aïki et l'enseignement en philo. Ouais. Ok. Alors ensuite, tu es parti au Japon pour la première fois, puis ensuite plusieurs fois pour t'entraîner au Hombu Dojo avec des maîtres, des grands maîtres comme Yasuno par exemple. Et puis, bien évidemment, pour nous, les Aikidoka, le voyage au Japon, ça transforme un petit peu la pratique. Du coup, voilà, parce qu'on va le faire dans le pays de la source. La première question en tout cas, par rapport au Japon, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas la toute première fois? Alors, donc j'ai commencé en 89, j'étais Shodan en 95 ou 16, 95, et mon premier voyage au Japon, c'est 2004, donc c'est à 31 ans, donc c'est longtemps après. Donc avant le Japon, il y a eu tout un tas de rencontres avec des professeurs et des maîtres japonais. Donc il y a eu Catherine David, qui était ma professeure au quotidien. Il y avait, là où j'étais, le directeur technique régional, Joël Roche, qui animait les stages de ligue, et donc je suivais beaucoup son enseignement. Et il animait aussi les écoles des cadres pour les formations de professeurs. Et puis en 89, de 89-90 à 2000, il y avait Philippe Goutard qui était à Nantes. Et Philippe Goutard, il était dans un autre club, mais il donnait des stages et il donnait aussi des cours à l'université. Et comme moi j'étais étudiant, et ensuite j'enseignais à l'université, je pouvais aller aux cours à l'université, je suivais aussi les cours de Philippe Goutard à l'université. Et donc, j'avais ces trois figures-là locales, on va dire. Et puis tous les gens que j'avais découverts, les grands noms de la Fédération française d'aïkido. Donc moi, j'étais vraiment dans le cercle FF3A, quoi. Donc j'ai un petit peu fréquenté les gens de la FFAB, mais principalement FF3A, donc Christian Tissier, Franck Noël, leurs élèves, tout ce monde-là, quoi. Et puis ponctuellement, les sensei japonais qui venaient en France. Donc j'ai eu la chance de voir Yamaguchi Sensei une fois en 1995 pour son dernier séjour en France. Et puis ensuite, j'ai souvent vu Endo Sensei, et Yasuno Sensei, un petit peu Miyamoto Sensei en France. Et à force de côtoyer tout ça, puis d'être passionné d'aïkido, petit à petit, il y a l'envie de partir et d'aller voir la pratique là-bas.
quelque chose qui devient une envie grandissante au fur et à mesure du temps, quoi. Et puis, en 2004, donc j'étais encore enseignant, donc j'avais une certaine aisance financière, j'avais des vacances scolaires, et donc ça a été un moment, je me suis dit, je vais aller voir, quoi. Et donc, je me souviens, c'est Philippe Goutard qui m'avait fait un petit dessin sur un bout de papier. Là, il y a la gare Shinjuku, là, il y a ton hôtel, et là, il y a la Ikikai, l'Ombu-dojo. Et puis, voilà, tu vas te débrouiller avec ça. Et donc, je suis arrivé à la gare Shinjuku, j'ai trouvé l'Ombu-dojo, l'hôtel. Puis après, c'était parti, quoi. Voilà. Et donc, en 2004, c'était le Ombu-dojo. Et j'ai essayé de faire le plus de cours possible. Alors, au début, je voulais faire tous les cours, je faisais tous les cours, tout ça. Puis après, je me suis un peu calmé, mais j'aimais bien en faire beaucoup, quoi. Et puis, donc à l'époque, moi, mes premiers séjours, il y avait encore Endo Sensei, il y avait encore Yasuo Sensei, que je connaissais de France, quoi, et Miyamoto Sensei, que je connaissais de France. Ueshiba Sensei, Moriteru. Et puis, petit à petit, donc c'est en 2008 ou 2009 que j'ai été introduit aussi, parallèlement, dans les dojos privés de Yasuno Sensei. Donc j'aimais bien la pratique. Donc à partir de 2008-2009, je faisais Ombu-dojo, et quand il y avait cours chez Yasuno Sensei, j'allais chez Yasuno. Okay. Donc en fait, pendant pratiquement tous les vacances, en fait, tu partais là-bas. Tu faisais pas vraiment des séjours longs au Japon? Ouais, non, je faisais au mois d'avril-mai, les vacances de Pâques, là, et donc je faisais 2 semaines, 3 semaines, quoi. Okay. 2-3 semaines, des fois je grappillais un peu, je grappillais un peu sur le temps scolaire, je grugeais un peu, et je faisais, j'aimais bien faire 3 semaines. Je trouve que 3 semaines, c'est bien. Et donc j'ai fait tous les ans, 2004 à aujourd'hui, une fois par an, à 1 ou 2 exceptions près. Donc là, je dois être à 14, 15, 16 voyages, je ne sais plus. 3 semaines. Et juste en 2009, je suis resté presque 2 mois en 2009. Okay. Parce que c'est l'année où j'ai démissionné de l'Éducation nationale. J'ai démissionné en mars. Donc je suis parti fin mars et je suis rentré début juin à Nantes. Okay. Là, je m'étais fait un temps un peu plus réflexion. Long. Alors, tu arrives au Ombu-dojo pour la première fois. C'était quoi tes impressions? Alors, mes impressions, déjà, c'est un peu le plaisir d'être dans un lieu un peu mythique, quoi. Moi, j'ai quand même commencé l'aïkido, je reparle de moi, du coup, bon. J'ai quand même commencé l'aïkido, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et donc, je me suis construit, je pense, comme plusieurs personnes de ma génération, peut-être, hein, je ne généralise pas, mais sur une espèce de mythologie de l'aïkido, et qui était notamment transmise à travers les livres. On avait les livres de Christian Tissier, Aïkido fondamental, voilà, avec un livre noir là, chez Cedirep avec une main là. Et alors moi, dans ce livre-là, il y avait une photo de pleine page de Yamaguchi Sensei avec Christian Tissier en hockey, et il le tenait du bout des doigts par le kekogi, et en dessous c'était écrit Yamaguchi Sensei, une incroyable science du déséquilibre. Moi, cette page-là, j'avais 16 ans, elle m'a fait rêver, elle m'a construit mon aïkido, quoi. Et elle m'a développé tout un imaginaire. Et il y avait une autre photo où Yamaguchi Sensei c'est une sortie de Koshinage avec Christian Tissier, Sensei qui chute. Et j'avais fait une photocopie de ce truc-là, en grandeur nature, et j'avais des immenses posters comme ça, de 2 mètres de haut dans ma chambre, de ces photos-là, quoi. Et pour moi, c'était cette image de Yamaguchi Sensei qui était construite sur cette petite phrase, quoi. C'était si je mets une toute petite impulsion, mais exactement au bon endroit, je peux déséquilibrer mon partenaire, le diriger, etc. Et donc, si je suis complètement relâché, placé, etc., ben, ça fonctionne
Voilà. Et oui, ça fonctionne en réalité, mais il faut être dans la pureté absolue du geste, quoi. Et moi, ce truc-là, ça m'a vraiment construit, ça m'a fait rêver, quoi. Ça m'a fait rêver. On n'avait pas les vidéos d'aujourd'hui, on n'avait pas les vidéos des gars du MMA qui massacrent le premier aikidoka qui monte dans un ring, on n'avait pas tout ça. Et donc, ça m'a construit vraiment une envie de toucher ce truc un peu absolu, quoi. Et du coup, arriver au Hombu Dojo, pour moi, c'était ça. C'était, waouh, je suis au Hombu Dojo, je suis à cet endroit où il y a eu O-sensei, Kishomaru, Yamaguchi Sensei, tout ça, quoi. C'était un émerveillement, quoi. Mais lié à cette mythologie, quoi, aussi. Parce qu'on peut voir Hombu Dojo très pragmatiquement, quoi. C'est une maison dans une rue, voilà, c'est une entreprise avec un tapis, quoi. On peut le voir comme ça. Mais moi, avec mon passé et tout ce que je m'étais construit, c'était plus que ça. Puis c'était le dojo où étaient allés Christian Tissier, tous les gens que je connaissais, Philippe Goutard, tout ça. Donc ça me faisait rêver, quoi. Donc ça, c'était la première impression. Et puis l'autre impression, bah, c'est une petite blague que peut-être tout le monde, tous les gens qui vont là-bas vont faire, c'est la dureté du tatami. C'est-à-dire, la blague, c'est qu'est-ce qui te frappe le plus quand tu découvres le Hombu Dojo ? Ce qui te frappe le plus, c'est le tatami. Parce qu'effectivement, le tatami du Hombu Dojo, il est dur et il est rugueux, quoi. Il est rêche, un peu, quoi. Et les premières fois que je suis allé, 3-4 jours après, j'avais des bleus partout. Parce que je chutais, comme j'avais l'habitude, sur les tatamis un peu mous. Je m'étais fait des bleus partout, donc ça avait complètement transformé mon ukemi. Parce qu'il fallait que je chute là où j'avais pas de bleu. Et donc pas sur les endroits où ça appuie sur les os et tout ça, quoi. Et ça, j'ai senti, ça changeait mon ukemi, ça le densifiait, ça le rendait plus conscient. Et donc c'est un vrai maître, le tatami du Hombu Dojo, quoi. C'était un gros enseignement. Et puis sinon, les impressions plus générales, c'est... Alors moi, je suis pas un touriste dans l'âme, quoi. Donc découvrir le Japon, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Enfin, même ça m'intéressait pas, on peut dire. Okay. Il se trouve que l'aïkido, c'est japonais, donc je suis allé au Japon, quoi. Mais par contre, j'ai adoré le calme du Japon, l'absence d'agressivité, la gentillesse, la courtoisie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'aime toujours, quoi. Ça a un peu changé d'ailleurs, mais c'était incroyablement apaisant, quoi. Et ça correspondait bien à mon caractère. Okay. Ça, c'était bien. Ouais. Et du coup, après le premier voyage et les prochains, du coup, est-ce que ces expériences ont modifié quelque chose dans ton regard sur l'aïkido ? Ouais. Ok. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler en France et je le ressentais un petit peu, mais je l'ai vraiment ressenti profondément au Japon. C'est la notion de centre, de centre et de connexion de centre à centre. Et ça, au Japon, petit à petit, je crois que j'ai compris. Pas être prétentieux, mais je crois que j'ai compris ce qu'on entendait par la connexion de centre à centre, la relation de centre à centre, et par la notion de relâchement. Le relâchement étant ce qui permet d'être centre à centre. C'est-à-dire que être relâché, c'est pas être mou, c'est pas être souple, c'est faire en sorte que la force, l'énergie, l'impulsion, elle passe du point de contact jusqu'à ton centre. Et donc, ça demande dans le corps une certaine qualité de tension dans tes membres, dans tes jambes, dans tes bras, un certain type de conscience corporelle, un certain type de tension, parce que s'il n'y a pas de tension du tout, t'es tout mou, tu t'écroules, quoi, mais qui permet à la force, à l'énergie, à l'impulsion d'arriver jusqu'à ton centre et de repartir à ton centre vers tes extrémités. Et je pense que c'est ça qu'on appelle le relâchement en aïkido et au Japon. Et donc, ça veut dire qu'on peut être relâché et pas souple. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas être mou non plus. Et on peut faire circuler l'énergie en ayant les bras tendus, par exemple. Donc,
si les bras tendus permettent de faire passer le point de contact de la saisie, par exemple, jusque dans le centre et dans les jambes, on peut appeler ça du relâchement. Il n'y a pas de frein entre le centre de mon partenaire qui fait passer son impulsion dans sa main ou dans son pied, si c'est un coup de pied, qui arrive dans ma main et qui passe dans mon centre. Ça, c'est au Japon que je pense que j'ai compris ça, au Japon. J'espère que j'ai compris. Ouais. Et est-ce que tu penses que, justement, on doit aller justement au Japon en tant que pratiquant, je parle par exemple pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y être, pour sentir ça ou peut-être de découvrir autre chose? Ouais, je pense qu'il y a un tel niveau aujourd'hui en France, et il y a tellement de gens qui sont allés au Japon que je pense que c'est pas forcément nécessaire. Techniquement et même profondément. Ok, d'accord. Il y a quand même toute la génération des élèves de Yamaguchi Sensei, qui sont tous les grands maîtres de la FF3A, Christian Tissier, Franck Noël et tous leurs élèves. J'en oublie, désolé, mais et eux, ils ont vraiment transmis cette chose-là, quoi. Et leurs élèves l'ont transmis, etc. Donc, je pense que c'est pas obligatoire, nécessaire. Par contre, je pense que si on est vraiment profondément investi dans l'aïkido, c'est dommage de ne pas y aller. C'est dommage de ne pas aller le visiter, le ressentir, le toucher chez des Japonais aussi, qui ont cette comment dire. Ils sont pas trop sur le contact déjà de base hors aïkido, c'est oui, ça? Oui, et puis ils ont une relation psychomotrice à leur propre corps qui est culturellement pas la même qu'en Occident quand même, quoi. Même aujourd'hui, même avec tout ce qu'on a enseigné, c'est quand même, ça se ressent, je trouve. Ça se ressent. Et en Occident, c'est une image un peu lugubre, mais en Occident, on se suicide en tirant une balle dans la tête parce que c'est dans la tête qu'il y a le siège de l'âme. Culturellement. Au Japon, on se suicide avec un sabre dans le ventre, parce que le siège de l'âme est en bas, quoi, dans le ventre. Et donc ça veut dire que très profondément, culturellement, le siège de l'âme est plus bas au Japon, elle est plus dans le ventre, dans le centre. Et je trouve que même aujourd'hui, ça se ressent encore un peu dans le contact qu'on a avec eux sur le tatami. Donc voilà, c'est pas obligatoire, ça me paraît pas obligatoire, nécessaire. Il y a beaucoup de grands sensei qui le transmettent très très bien. Moi, je l'ai reçu aussi. Mais c'est dommage. Si on a l'occasion, c'est un peu dommage de ne pas y aller, quoi, de ne pas y goûter, quoi. Et je trouve que les gens là de ma génération, par exemple, il y a des gens ma génération qui sont restés au Japon plusieurs années. Donc c'est la génération. Je pense à Patricia Lucide, Laurent Huige, Ludovic Codéran, Sébastien Heurtaud. Ces gens de ma génération, quand ils sont restés longtemps à pratiquer intensément là-bas, je trouve que cette qualité de connexion à le centre, elle se ressent très très fort quand même, quoi. Et ouais, d'une manière peut-être un peu plus prégnante, quoi. Bon, je nomme des personnes, je vais avec ces personnes, donc, mais ouais, j'ai ressenti quand même. Ok. Alors, là, on va passer à parler un petit peu du coup de le mot que tout le monde associe à peu près à toi, qui est la philosophie du coup, et l'aïkido. Du coup, tu étais à la fois donc aikidoka et professeur de philosophe entre parenthèses. Peut-être pas philosophe, mais en tout cas là, enseignant d'aïkido et de philosophie. Et dans la pratique. En tout cas, ça se sent parce que tu insistes à la fois sur l'écoute, la posture, que ce soit de Tori ou Uke, comme ce qu'on a vu par exemple ce matin, et sur l'idée d'être toujours en apprentissage et en recherche constante. Est-ce que justement, en quoi ta formation en philosophie du coup a éclairé justement ton regard sur toutes ces choses-là par rapport à l'équipe? Alors, je dirais, en fait, philosophie, c'est plusieurs choses, parce qu'il y a une notion un peu générale, comme ça, de philosophie, c'est un peu la sagesse et tout ça, et puis il y a la philosophie universitaire et scolaire. Et en fait, c'est quand même deux choses différentes. La philosophie universitaire et scolaire, c'est quelque chose de très intellectuel. Et je connais bien, j'ai
j'ai été dans ce chemin-là. J'aimais beaucoup le sport, moi, mais j'étais d'un autre côté très intellectuel. Donc, je parle rapidement de moi, mais dans toute ma première partie, moi, j'étais branché sur la philosophie des mathématiques et de la logique. Donc, c'est une branche de la philosophie très, très, très abstraite. Et donc, je suis allé jusqu'à... c'est master aujourd'hui, ça s'appelle, je crois. Moi, c'était DEA à l'époque, mais bon. Et c'est une philosophie très, très, très intellectuelle, quoi. Et ça correspond pas du tout à la notion commune et populaire qu'on a de la philosophie, quoi. C'est un peu comme des scientifiques et tout ça, mais qui cherchent sur les concepts ou sur l'histoire de la philosophie, qui lisent des bouquins, qui recherchent des textes qui n'ont pas été lus, qui n'ont pas été interprétés, etc. Donc, ce truc-là, pour moi, c'était ma partie intellectuelle qui s'intéressait à ça, et ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais dans l'aïkido, quoi. Vraiment rien à voir. Et à un moment, j'ai saturé, moi, de cette partie-là de la philosophie, côté intellectuel de la philosophie. C'est ce qui m'a amené petit à petit à arrêter la philo universitaire, et en tout cas trop intellectuelle, et j'ai basculé de cette philosophie des mathématiques vers une philosophie qui me semblait m'aider beaucoup plus dans la vie quotidienne. Et donc, j'ai fait un doctorat sur les stoïciens, et donc, j'ai fait un doctorat sur Épictète, qui est un stoïcien. Voilà. Et donc, la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie de vie. C'est comment est-ce qu'on peut essayer d'être moins malheureux, quoi. Et là, ça correspond plus à ce qu'on entend par la philosophie dans la vie courante, quoi. Et donc, dans cette deuxième partie, là, effectivement, je me dis, bon, oui, effectivement, il peut y avoir des ponts entre l'aïkido et la philosophie en ce sens-là. Par exemple, dans la philosophie d'Épictète, il y a cette idée de faire le lien entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et donc, voilà, il y a des passages d'Épictète, il dit si quelqu'un m'insulte, en fait, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Donc, en fait, tout va bien. Et donc, pour moi, ça, c'est l'aïkido, c'est-à-dire quelqu'un me fait un yokomen, bon, bah, il me fait un yokomen. Donc, voilà, je n'ai pas à m'inquiéter du yokomen. Et donc, il y a une petite phrase que j'aime bien dire, là, ouais, ça peut-être, ça vient de la philo, moi je ne m'en rends pas compte, mais j'aime bien dire, dans mes cours, il faut considérer l'attaque du partenaire comme une tentative de rentrer en communication avec vous, mais c'est une tentative un peu maladroite. C'est-à-dire que l'attaquant, il ne sait pas comment faire. Il aimerait bien vous rencontrer. En fait, à cause de son histoire à lui, il a peur. Comme il a peur, il vous tape dessus. Mais si vous étiez complètement indifférent, il ne vous taperait pas dessus, il ne vous verra même pas. S'il vous tape dessus, c'est qu'il veut rentrer en lien avec vous. Et donc, si vous détruisez l'attaque, vous empêchez la relation. Donc il va falloir se placer à un endroit pour ne pas être touché par l'attaque, parce qu'il ne faut pas qu'il vous détruise. Il ne faut pas que sa peur fasse qu'il vous détruise. Et par contre, lui dire, bon, bah, écoute, ta peur, c'est ton problème, moi je vais me placer un peu à côté, mais je vais rester en lien avec toi. Et on va voir, en fait, tu as sûrement quelque chose à me dire. Et donc, voilà, on a ce yokomen, je me déplace, le yokomen peut s'exprimer, donc il n'y a pas de frustration. On trouve cette connexion de centre à centre, on se rencontre, puis après on se redonne chacun notre liberté, on se resépare. Et là, effectivement, on peut faire une interprétation philosophique de ça, ce que je fais moi, là, à l'instant. Et ça, c'est du fait peut-être de mon histoire et tout ça. Effectivement, c'est ça qui, moi, me passionne dans l'aïkido. C'est ça qui... Alors, il y a plein d'autres façons d'aborder l'aïkido, c'est peut-être une façon que plein de gens disent, mais c'est pas ça l'aïkido. Mais en tout cas, il y a quelques personnes très estimables qui le voient comme ça. Donc, je ne dois pas être complètement à côté de la plaque, mais il y a plein d'autres façons de le voir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais effectivement, moi j'aime bien cette idée-là, de dire mes peurs à moi, elles vont créer des choses qui vont m'empêcher de rencontrer l'autre, et les peurs de l'autre, elles créent des attaques un peu violentes, etc. Mais si je refuse les attaques, on ne va jamais se rencontrer. Donc il faut qu'il y en ait un des deux qui dise, bon ok, ton attaque, j'ai compris que c'est que tu veux me parler, tu veux me rencontrer. Donc je ne subis pas, donc je sors de la ligne, ou je ne sais pas quoi, je dévie l'attaque. Mais je ne te repousse pas, je ne te rejette pas. Et ça se traduit corporellement par, je ne sais pas, si on fait Yokomenuchi Rinage, d'abord on est loin, ensuite il y a le Yokomenuchi qui est censé m'arriver dans la tempe, finalement il ne m'arrive pas dans la tempe, et puis après nos deux centres sont collés, donc de deux on fait un, là ça y est, quand on fait un, c'est la rencontre authentique, puis après quand on a dit ce qu'on avait dit à se dire, on se resépare, chacun reprend son autonomie, et puis on se re-rencontre, etc.
J'aime bien cette image-là, l'aïkido, effectivement, j'aime bien ça. Et après, le jeu, c'est que l'attaque soit de plus en plus forte, de plus en plus incertaine, de plus en plus, je sais pas, martiale ou je sais pas quoi, et que je puisse rencontrer quelqu'un avec une intensité d'attaque de plus en plus forte et de plus en plus incertaine. Et ça devient de plus en plus dur, parce que si je tombe contre un champion de MMA qui attaque comme il veut, quand il veut, à un moment, je vais avoir peur et je vais créer des crispations chez moi, et je vais empêcher qu'on se rencontre. Je vais me mettre en boule et il va me taper dessus. Bon, là, j'aurais raté. Donc, c'est que j'ai pas réussi à être au niveau que j'aurais aimé avoir pour dire « Ok, ton attaque, c'est que tu veux me rencontrer ». Et donc, essayer d'aller au bord de ce niveau, idéalement, quoi. Idéalement, avec un mec qui fait de la boxe taille et dire « Ok, ton coup de poing, on va essayer qu'on discute. » Voilà. Avec des aikidokas, on y arrive à peu près. Avec des aikidokas en pleine forme, énervés, ça devient difficile. Et avec des non-aikidokas, c'est très très difficile et souvent, j'y arrive pas. Et je me dis, je continue puis j'essaierai d'y arriver, quoi. C'est fou en fait, parce que je trouve que tu as un regard philosophique déjà là dans la pratique. Est-ce que tu as aussi un regard en philosophe en tout cas, ou voilà, de la philosophie, mais dans l'enseignement? Du coup, là, on parle vraiment de la pédagogie. Alors pour moi, il y a des règles fondamentales. C'est les gens ne font pas exprès de ne pas y arriver. Et pour y arriver, ils ont besoin qu'on leur donne donc un exemple visuel et qu'on les aide avec des consignes motrices pour aller vers ce vers quoi on veut faire. Et le reste, ça peut être important, mais ça me paraît très très secondaire. Donc en tout cas, dire des consignes qui constatent l'échec, ça sert à rien. C'est regarde là, t'y arrives pas. En fait, ça n'aide pas l'élève. Qu'est-ce que tu fous? Tout ça, ça sert à rien et ça aide pas l'élève. Et donc, partir de cette idée-là, quoi. Les élèves, ils font toujours de leur mieux. Ils font pas exprès de pas y arriver. Ils aimeraient bien y arriver. Et ce qui me passionne, moi, c'est de dire, alors attends, là, je vois tel binôme qui travaille. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne-là pour qu'elle réussisse ce que j'aimerais qu'elle réussisse ou qu'elle améliore son geste? Mets ton bras un peu plus là, fais plutôt un pas comme ça, etc. Donc c'est assez basique en fait, même si après ça aide à débloquer des choses profondes. Et après, il y a des consignes d'un second niveau qui vont pas aider à l'action, mais qui vont mettre de l'ambiance. Et donc, allez, on se détend, on relâche. Ça va mettre de l'ambiance, mais quelqu'un qui ne sait pas comment se relâcher, ça ne va pas l'aider. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire ces consignes-là, mais j'essaie de les limiter, moi, parce que quelqu'un qui ne sait pas se relâcher, qui ne sait pas comment faire pour se relâcher, lui dire « mais relâche-toi », ça ne l'aide pas du tout. Et donc, on va plutôt là, lui proposer un exercice où, tiens, vas-y, tends ton bras fort, monte l'épaule, fais la même chose avec l'épaule basse. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Ah ouais, je vois la différence. Essaye d'être toujours plutôt dans la deuxième façon. Ça va l'aider. Et ça, c'est pédagogique. Alors que relâchez-vous. Mais bon, c'est des phrases qui sortent quand même parce qu'on a besoin de mettre de l'ambiance. Allez, on lâche pas, on continue. Ouais, c'est bien, voilà. Allez, on attaque fort. Ça aide pas à dire ce que ça veut dire, mais ça met une ambiance. Donc, pour moi, ça, c'est un deuxième niveau de consigne qui est intéressant. Et qui doit être positif. Voilà. Qu'est-ce que vous foutez? C'est n'importe quoi. Personne dit ça, mais ça, pour moi, ça sert à rien, quoi. Voilà. Après, il y en a. Alors, j'ai discuté avec plusieurs enseignants et c'est vrai que la remarque, en général, qu'ils font pratiquement tous, surtout ceux qui ont enseigné pendant pas mal d'années, c'est qu'ils disent que le public d'il y a quelques années était un peu plus attentif qu'aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est pas la même. C'était plus facile de transmettre il y a quelques années qu'aujourd'hui.
Alors, moi, je traduis ça peut-être justement comment dire, à cause du manque d'attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a 15 000 trucs, même si tout le monde met la faute sur le dos des réseaux sociaux. Mais est-ce que toi, tu penses voilà, qu'il y a une différence déjà ou des défis qui ont été à l'époque en pédagogie d'enseignement qui n'existent plus aujourd'hui ou l'inverse? Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de vrai et de générationnel. Ça me paraît... Parce que nous, quand on allait au cours d'aïkido, il n'y avait que ça. Il y avait les livres et le cours d'aïkido. Donc le seul endroit où on voyait de l'aïkido en mouvement, c'était au dojo. Donc si tu loupais le mouvement, tu ne pouvais pas le revoir chez toi. Et donc, tout prenait une plus grande importance. Et donc, effectivement, et c'est pas que dans le monde de l'aïkido, mais je pense qu'il y a une vraie différence de qualité d'attention générationnelle, je pense, en moyenne, quoi. Et ta question, c'est sur les défis d'aujourd'hui. En pédagogie, justement. Ouais. Est-ce que toi, justement, tu rencontres des défis du coup, en tant qu'enseignant et aujourd'hui en tant que DFR aussi ou pas? Ben, je ne sais pas trop comment prendre ta question, mais ce qui me vient, c'est que pour moi, l'aïkido, c'est ce qui se passe ici et maintenant sur le tatami, quoi. Donc on peut faire 500 000 vidéos. C'est ce qu'on vit sur le moment qui est plaisant, c'est ce qu'on vit sur le moment qui est profond, c'est ce qu'on vit sur le moment qui est authentique. Donc en fait, le cours d'aïkido, c'est un but en soi. C'est une fin en soi, le cours d'aïkido. Le moment où je suis en relation avec mon partenaire, c'est pas pour quelque chose. Et donc, si on peut faire des vidéos et des choses comme ça pour la promotion de l'aïkido, il n'y a pas de souci avec ça, et je pense que ça a toujours été. On a fait des photos, des démonstrations et tout, toujours. Mais si ça prend le pas sur le fait que le but, c'est qu'on vienne sur le tapis et qu'on ressente les choses, qu'on les pratique, ben c'est dommage, quoi. Et c'est plus que dommage, quoi. C'est qu'on perd le sens. Et donc, oui, ouais, peut-être que ouais, un défi aujourd'hui, ce serait pour les plus jeunes de leur faire comprendre, non mais c'est ce que tu ressens là, ici et maintenant, le réel. Le réel, c'est ce que tu ressens ici et maintenant. C'est pas ce que tu vas publier en disant « Waouh, je suis allé au cours d'aïkido, regardez, nanana ». Le réel, c'est ce que tu as ressenti dans ta relation au partenaire. Bon, voilà ce que m'inspire ta question. Okay. Bon, très bien, ça me va. Alors ensuite, du coup, tu étais déjà enseignant, voilà, tu es parti au Japon, tu as bien enrichi comment dire, ta pratique, ta pédagogie. Tu étais toujours du coup enseignant dans un seul dojo et ensuite deux, puis ensuite tu es du coup DFR depuis combien d'années? Pour refaire la chronologie vite fait, donc je commence en 89. En 2009, je quitte le cercle nantais d'aïkido de Catherine, en très bons termes, et je monte un petit club qui s'appelle Aïkido Nantes Atlantique, qui est mon premier club et qui est toujours mon club aujourd'hui, en 2009. Et en 2011, le dojo nantais Aïkido, qui est un gros club à Nantes, qui était l'ancien dojo de Philippe Goutard, me demande de venir dans ce dojo et ça devient... comment ? Alors, je ne suis pas l'enseignant historique du club, il y a toujours l'enseignant historique du club après Philippe Goutard, François Lang, qui est toujours là-bas. Et moi, j'ai été introduit dans ce dojo. Et après, de fait, je donne la majorité des cours, mais je suis en partenariat avec François. Et puis, il y a mon club à moi, Aïkido Nantes Atlantique. Et donc ça, c'était en 2009, puis en 2011 au dojo nantais. Voilà, ça s'est fait dans cet ordre-là. Et oui, parce que sur Internet, des fois, j'ai vu des trucs écrits qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé en réalité. C'est que je n'ai pas arrêté la philo pour faire de l'aïkido. C'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord. J'ai arrêté l'enseignement de la philo, et pas la philo d'ailleurs, j'ai arrêté l'enseignement de la philo en mars 2009
parce que j'en avais plus que marre de l'éducation nationale. Et je me suis dit, mais ça ne me va plus, j'arrête. J'arrête. Et donc j'ai arrêté en mars 2009 pour quitter tout ça, quoi. Et donc je suis parti un peu en vacances pour souffler, là 2 mois au Japon, mais voilà, c'était aussi pour être un peu loin de tout. Et moi, dans mon idée, c'était plutôt de prendre une année de recul. En fait, à l'époque, j'avais reçu une année de salaire. Quand tu démissionnais, tu recevais une année de salaire. C'était un truc pour voilà, je sais pas quoi, pour enlever des fonctionnaires, quoi. Et donc, j'avais reçu, je sais plus, voilà, 20, 25, 26, 28 000 euros. Donc une année de salaire, et je me suis dit, bon, je vais souffler, quoi. Je vais souffler. Et alors, l'anecdote rigolote, c'est que donc je suis parti au Japon, je rentre en juin, et en fait, comme je suis parti en mars, j'avais un copain qui m'avait remplacé dans mes cours de philo. Et c'était un copain de fac que je connaissais bien, on avait fait nos études ensemble, et je l'appelle pour lui demander comment se passaient quand même voilà, les élèves que j'avais laissés en cours d'année, comme ça, quoi. Il me donne des nouvelles et tout, et il me dit, je fais de la muscu dans une salle de sport, et dans cette salle de sport, il y avait un dojo d'aïkido, et le prof d'aïkido s'en va, et le gérant de la salle, il cherche un prof d'aïkido. Et donc, en appelant pour demander des nouvelles de mes élèves de philo, il y a ce garçon, là, Guillaume, qui me dit, tiens, ouais. Et moi, j'avais créé la sauce de Aïkido Nantes-Atlantique, et je vais voir ce dojo et tout. C'était aussi un ancien dojo de Philippe Goutard, le DJ 2000, pour ceux qui connaissent. Et puis, finalement, ça se fait. Et donc, à la rentrée de septembre, je me retrouve avec un dojo, et je lance mon nouveau club, quoi. Et donc ça s'est fait comme ça. Et là, moi, dans ma tête, j'étais plutôt en année sabbatique, quoi. Je viens de quitter l'éducation nationale. Alors, je continuais à la philo parce que j'avais commencé mon doctorat sur les stoïciens, mais ça, c'était pour le plaisir, ça n'avait rien à voir. Et puis, en fait, c'est des amis, et donc notamment, je pense à eux, là, parce que c'est des gens importants pour moi, c'est le club de La Flèche, en Pays de la Loire, Jacques Bazantet et Robert Estève, qui m'ont dit, Farid, ah ouais, attends, on va te faire venir en stage, viens. Et donc j'ai commencé à faire un stage, 2 stages, et puis après il y a eu à Angers Sébastien Pradel qui m'a fait venir, tout ça. Et puis au bout de cette saison-là, sans le chercher, etc., je sais pas, j'ai pas plus les chiffres en tête, mais je sais pas, j'avais dû gagner, je sais pas, peut-être 7-8 000 euros en un an comme ça, sans vraiment le chercher, quoi. Puis l'année d'après, j'ai recommencé, j'ai dû gagner plus de 10 000 euros. Puis la 3e année, je me suis dit, en fait, c'est mon nouveau métier, en fait. En fait, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est important, parce que des fois, les gens, ils disent, il a quitté la philo pour l'aïkido, c'est hyper courageux, tout ça. Et donc, c'est important que je dise que, non, c'est pas, enfin, c'est important, ma vie n'est pas très importante, mais je vais rétablir la vérité quand même, quoi. C'est que moi, j'ai pas vécu ça comme courageux, quitter l'éducation nationale, parce que je n'en pouvais plus. Donc j'ai plutôt vécu ça comme un soulagement. Et dans mon vécu, je l'ai pas fait pour devenir prof d'aïkido. Voilà. Mais effectivement, ça s'est enchaîné, quoi. Voilà. Je suis un peu perdu dans le fil, mais donc voilà. Et je suis devenu, du coup, c'est devenu mon métier comme ça, en fait. Je crois au bout de la 3e année que je me suis dit, mais en fait, c'est devenu mon métier. En fait, c'est sympa, j'aime bien ce que je fais, j'arrive à peu près à vivre avec une pratique que j'adore, l'aïkido. Je vais continuer. Et depuis, j'ai continué. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'a poussé à changer quelque chose dans ta pratique d'aïkido, dans tes rituels, tout ce qui est en lien avec l'aïkido, une formation supplémentaire? En tout cas, tu avais tous les bases déjà pour être un très bon enseignant, parce que tu étais déjà enseignant en éducation nationale, et puis enseignant d'aïkido dans au moins un dojo. En fait, c'est vrai que c'est venu trop bien, quoi. Oui, c'est vrai que par exemple, vu mon parcours, j'ai eu des facilités à passer. Alors à l'époque, ça a changé maintenant, mais j'ai passé le BE1 et puis le BE2. Je pense que mon parcours universitaire m'a aidé, quoi.
Et donc j'ai passé le BE1, je mélange, je crois, en 2006, le BED en 2010. Et ben oui, je pense, par exemple au BE2, il y avait une épreuve écrite de 3 heures. C'était de la philo, quoi. Donc ça, c'était, je m'en rappelle encore, c'était élitisme et démocratie en aïkido. C'était le sujet. Okay. Moi, je me suis régalé, quoi. J'ai fait, voilà. C'est tout ce que t'aimes, c'était magnifique. Bah non, mais ouais, moi je me suis régalé sur ce sujet à l'écrit, je me suis régalé, vraiment. Et donc ça m'a aidé à passer les diplômes d'enseignement, le BE2 notamment. Et puis, en fait, moi je m'en rends pas compte. Voilà, c'est pas que j'ai pas envie de répondre à la question, c'est que moi je me rends pas compte de l'intérieur de ce que ça m'apporte et de ce que ça m'apporte pas. Donc, faudrait plutôt demander à des élèves que j'ai à Nantes s'ils trouvent que dans mon enseignement il y a quelque chose. Parce que moi j'ai l'impression d'enseigner comme j'enseigne, quoi. Je propose un truc, je vois des défauts, je me dis ah tiens, pour corriger ces défauts-là, tu peux essayer de faire ça. J'essaye de mettre une ambiance. J'espère qu'il y a des étudiants ad hoc qui nous écoutent et du coup voilà, qui nous laisseront en commentaire s'ils trouvent voilà, qu'il y a quelque chose. Mais effectivement, est-ce que entre le premier jour, ou en tout cas les premières années où tu as franchi la porte du dojo, et aujourd'hui, est-ce que Farid, le pratiquant d'aïkido, Farid l'aïkidoka, est-ce que toi-même en fait tu vois s'il y a une différence entre hier et aujourd'hui? Ouais, bah oui, moi en tant que pratiquant, je vois que les années d'aïkido et les heures de pratique ont transformé ma pratique et que j'adore toujours autant pratiquer. Je suis plus le même qu'il y a 35 ans. Et il y a des choses plus faciles. Il y a des choses que je perçois plus vite. Il y a des choses que je fais mieux. Heureusement, parce que bon, sinon ça voudrait dire que j'aurais pas appris grand-chose. Et puis, par contre, j'aime toujours autant pratiquer, quoi. Ça, c'est vraiment un bonheur, quoi. Prendre l'Ukemi, et peut-être que je ressens mieux les choses qu'avant. Je suis moins dans la peur, je suis plus à prendre le temps, je suis plus serein à l'intérieur. Et donc, ça, c'est plaisant de se dire, ah tiens, avec l'expérience que j'ai, je suis plus tranquille. Je savoure, quoi. C'est un peu comme, comme quand on est enfant, on n'aime pas trop le vin, et puis à mon âge, on savoure, quoi. C'est parce que les arômes sont subtils et tout, donc au début, on perçoit rien, puis 30 ans après, on perçoit des choses qu'on ne percevait pas plus jeune. Là, c'est un peu ça, quoi, en tant que pratiquant. Et puis en tant qu'enseignant, en fait, je crois que c'était Philippe Goutard qui avait dit ça un jour à un des stages, une phrase en passant comme ça. C'est souvent les phrases en passant des sensei qui nous marquent. Je ne sais pas si tu as remarqué. Les sensei, ils enseignent des trucs et des fois, ils disent un truc annexe et c'est ça qui te marque. Moi, ça m'est arrivé souvent avec beaucoup de sensei, quoi. Et j'ai souvenir de Philippe Goutard qui dit « Ah ouais, de toute façon, on enseigne ce qu'on cherche. » Comme ça. Ça m'a marqué, quoi. Et effectivement, je constate que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que quelque part, on enseigne toujours un peu ce qu'on cherche, quoi. Et on le fait parce que c'est ça qui rend le cours vivant. C'est-à-dire, j'arrive à quelque chose en moi qui m'anime, quoi. Et si je pars pas de ça pour faire le cours, je dis ouais, aujourd'hui je vais voir Tenkan, machin. En fait, l'énergie du cours elle tombe et c'est un cours mort, quoi, parce que je suis en train de faire quelque chose qui m'anime pas de l'intérieur. Alors que si je me dis tiens, j'ai cette sensation là en moi, je cherche un truc et je pars à faire ce cours là-dessus. Et le cours, c'est top, quoi. C'est top. Alors effectivement, quand on apprend à enseigner, on apprend à faire des grilles de cours, etc., pour le brevet fédéral, pour le DE, tout ça. Il faut passer sans doute par là, aussi je suis passé par là et tout, mais après, il faut partir de ce qui nous anime. Ça me paraît super important pour que le cours soit vivant, et puis que ce soit un cours d'aïkido, justement. C'est-à-dire, voilà, c'est le vivant qui rentre dans le dojo, quoi, et qui va animer tout le monde. Sinon c'est triste, quoi. Et c'est un peu mort, quoi. D'accord. Alors la question prochaine, enfin la prochaine question, c'est un peu la même, mais là on parle pas du pratique en lui-même, je parle de l'aïkido en général. Comment tu vois l'aïkido aujourd'hui par rapport à hier? Ouais. Alors moi
premier truc qui me vient là, c'est que je trouve que Internet, les réseaux sociaux, etc., ça a fait, en tout cas à moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de cerner de plus en plus précisément ce que c'était que l'aïkido et ce que ça n'était pas. Et donc effectivement, moi j'ai grandi sur une mythologie de l'aïkido et puis sur des documents de livres. Et donc peu de confrontation avec le reste. Alors après, moi j'ai commencé par du karaté, j'ai fait quelques années de karaté, donc je me suis confronté petit à petit, etc. Puis j'ai commencé à me dire, ah ouais, passer un kotegaeshi à un karatéka sur un tsuki, ah bonjour, c'est impossible. Donc j'avais déjà des questionnements et tout, et donc ça m'avait déjà resserré ce que c'était que l'aïkido. Et je trouve que voilà, la grande vague qu'il y a eu là avec les frères Gracie là, qui ont fait les Ultimate Fight, ça a permis de dissocier le sport de combat, la self-défense, la pratique santé, la pratique de développement personnel et tout. Ça a permis de clarifier tout ça. Ça a permis de voir en quoi l'aïkido avait une dimension sportive mais n'était pas un sport. En quoi l'aïkido a une dimension de self-défense mais n'est pas de self-défense. En quoi l'aïkido a une dimension de développement personnel mais n'est pas du développement personnel. Et ça a permis, je trouve, moi, ça m'a permis de cerner de plus en plus précisément ce que c'était pour moi l'aïkido et donc qu'est-ce que je voulais transmettre, quoi. Et dont j'ai parlé tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, c'est une sorte de ritualisation corporelle, incarnée, ancrée, d'un rapport à l'autre, avec une symbolique martiale et des rôles prédéfinis, tori, uke, etc. On voit bien, quand il n'y a plus tori, uke, ça devient très difficile de faire l'aïkido. Ça devient théoriquement possible, mais pratiquement très difficile. C'est-à-dire, si vous prenez... je fais un peu de jiu-jitsu brésilien, et je lui passe un bonjour, parce que c'est une personne pour qui j'ai la plus haute estime. Je m'entraîne dans le dojo de Beto Ramos à Nantes. Et chez Beto Ramos, il y a Abdul Abdouragimov, qui est un champion de MMA de niveau mondial. On peut essayer de faire de l'aïkido avec Abdul Abdouragimov, c'est mort, c'est foutu. Bon, mais ça c'est super intéressant, ça veut dire que quand je fais de l'aïkido, je fais de l'aïkido. Et si je veux faire l'aïkido avec Abdul Abdouragimov, il faut que je lui dise, Abdouragimov, est-ce que tu veux bien faire de l'aïkido avec moi? Mais si je lui dis, tu m'attaques comme tu veux, quand tu veux, il va me détruire, quoi. Mais donc ça permet de dire ce qu'est l'aïkido et ce que n'est pas l'aïkido. Et finalement, l'aïkido, mais c'est infini, c'est infiniment riche, c'est infiniment profond. Et donc, moi maintenant, j'ai une vraie joie à proposer l'aïkido. Je m'entraîne à Aikido Nantes Atlantique. Il y a les gars du MMA qui arrivent avant, qui arrivent après, qui voient l'aïkido. Il y a Abdul qui passe, il y a Beto qui passe. Mais je suis content. Je dis, nous, voilà, on fait de l'aïkido, on a une super relation, tout ça. Et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais eu un peu honte, quoi, de faire l'aïkido face à des champions de je sais pas quoi et tout. Alors que là, j'ai l'impression de savoir à peu près exactement ce que je propose. L'aïkido, c'est infini, donc moi, je sais pas ce que c'est que l'aïkido. Dans le fond, personne ne sait ce que c'est que l'aïkido. C'est un budo, c'est lié à la vie elle-même, donc c'est infiniment profond. Mais je sais que ce n'est pas un sport de combat, je sais que c'est pas de la self-défense, et du coup, ça me détend et ça me simplifie le rapport à ma discipline, quoi. Et ça, je l'avais pas avant. C'est récent, quoi. Voilà, bonjour à la team de l'arrivée à Nantes, MMA JJB. Non, mais franchement, c'est trop bon, en tout cas, comment tu décris l'aïkido. Enfin, c'est vrai que je le sens, j'écoute mes pas. Mais justement, en fait, l'aïkido, donc, aujourd'hui, dans le monde, en France, comment tu vois aussi l'avenir, du coup, face à ça, la philosophie, la concurrence des autres Mais vraiment, moi, je crois qu'il faut rester sur ce qu'est l'aïkido, justement. Il y a une richesse infinie, et donc il faut proposer ça et la cultiver. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de concurrencer
d'autres arts, etc., il faut proposer l'aïkido profondément. Et s'il y a du monde en moins, c'est pas grave. S'il y a du monde en plus, c'est pas grave. L'aïkido, elle a besoin de personne, quoi. C'est d'une telle richesse que ça ne disparaîtra pas. Et donc, il n'y a pas à essayer de montrer qu'on est fort ou de montrer qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça. On fait de l'aïkido et quand on le fait bien, il n'y a rien à dire. Les gens qui voient les grands sensei français faire de l'aïkido, que ce soit des champions de boxe et tout ça, ils sont admiratifs. Il y a une vidéo qui tourne là La dame qui a 91 ans. Non, je pensais à Christian Tistier-Chian avec le Zitoun, avec André Zitoun. Oui, bon. effectivement. Et André Zitoun, il se dit pas, ouais, je te fais 3-4 kicks dans la tronche et je te mets par terre. Il est admiratif de l'aïkido. Parce qu'on propose de l'aïkido. Et donc, pour moi, voilà, un écueil peut-être, ce serait d'essayer de se dire, on va essayer de montrer que on peut être plus fort que les karatékas, plus fort que les MMistes, je sais pas comment on dit, ou qu'on peut faire des trucs. Non. En aïkido, il y a un uke, il y a un tori. Uke, il va attaquer, et si on prend un regard de profane, il attaque et il va être par terre à la fin. Tori, il va être défendre, il va être debout à la fin. Ça, c'est très pragmatique ce que je dis, mais c'est la définition même de l'aïkido. Il y en a un qui attaque qui va être par terre à la fin, il y en a un qui défend et qui va rester debout. Et là-dedans, on essaye de mettre le plus d'intensité, de finesse, de technique, tout ce qu'on veut. Mais ça, si on enlève ça, c'est plus de l'aïkido. Si je peux à la fois attaquer et défendre, c'est plus de l'aïkido. Essayez avec n'importe qui. Si je peux attaquer et défendre en même temps, ça ne donnera plus de l'aïkido. Donc, cette définition uke tori, eh bien, voilà, proposons-la, et par contre, mettons-y tout notre cœur, toute notre technique, toute notre intensité, toute notre profondeur, quoi. Voilà. Et des gens vont aimer ça. Pas tout le monde, mais on s'en fout. Mais des gens vont trouver ça riche, ça va les toucher profondément et ça va leur plaire. Et l'aïkido va perdurer comme ça. Et je pense qu'il y a déjà plein de monde qui fait ça. Hein. Je parle d'un écueil que peut-être que je fantasme cet écueil. Hein. Mais donc voilà. Ouais. Pour moi, l'aïkido se défend très très bien par lui-même. Donc faisons de l'aïkido, quoi. Alors, on passe à la dernière segment du podcast. C'est une nouvelle segment que je me suis amusé à créer. J'appelle ça le portrait de l'aïkidoka. Alors, c'est un mini questionnaire un peu imaginaire. Je te pose une question et tu réponds au tac à peu près. Ok. Si tu étais un dojo, tu serais lequel? J'aime bien le dojo de la Roseraie à Toulouse. Ok. Ah, c'est vrai qu'il est trop beau. Ouais. Trop beau, ouais. Si tu étais une technique d'aïkido, tu serais laquelle? C'est dur à choisir. Tayatali, où tu as l'impression de plonger sur tu sais, les gros ballons de yoga, là, Ouais. et puis de rebondir dessus. Ok. Et elle s'appelle comment? Tayatali. Ok. Ouais. Ok. Mais où c'est comme dans un rêve. Ok. Un sensei vivant ou disparu avec qui tu aurais rêvé de pratiquer? Ouais, Yamaguchi Sensei. Yamaguchi sensei. Un dojo dans le monde où tu aurais aimé poser ton keikogi? Ombu Dojo. En beau dojo. Alors tout à l'heure, tu l'as mentionné du coup, la phrase marquante de ta carrière d'aïkidoka. Que j'ai entendu, moi? Ouais. Non, en fait, tout à l'heure, tu m'as cité la phrase de Philippe. Ouais, mais ça, c'était une des phrases marquantes, mais Ouais. là, tu dis la phrase marquante. La phrase marquante. Que j'ai entendue. Ouais. Il y en a tellement, je sais pas. Celle qui me vient là maintenant, je sais pas pourquoi, mais je vais donner celle-là. C'est l'aïkido, c'est fait pour s'élever. C'est beau. C'est trop beau, franchement. Alors, ton meilleur ou pire souvenir en aïkido? Meilleur ou pire? Ouais, celui le plus insolite, quoi. Ah!
Là, on est à Annecy. En 2001, j'ai fait un stage d'aïkido avec Philippe Boutard. Et c'était le Kaishitsuki, Ken contre Ken. Donc on prenait le Kaishitsuki, j'étais OK, et Philippe était Tori. Je prenais le Kaishitsuki, et donc ça arrivait sur le ventre. Et après, il fallait pas reculer. Et après, il te repoussait en te piquant le ventre et en te repoussant comme ça au loin, il fallait revenir. Et donc la première fois, ça fait mal au ventre. Et tu te dis, il faut que j'y retourne. Tu prends le truc. Donc il vient, je ne sais pas comment expliquer, pas visuellement, mais il fait le Kaishitsuki, tu as la pointe qui arrive sur le ventre, et après, il repique un tsuki, quoi. Et donc il fallait freiner sa poussée. et donc j'avais de plus en plus mal à chaque fois. Et je me disais, je lâcherai pas. Et donc je suis revenu. Et le soir, j'avais mal au ventre et tout ça. Et le lendemain, j'avais le ventre perclus de bleu et de points rouges et tout ça, quoi. Et voilà, mes meilleurs souvenirs. Et c'était pour toi, du coup, le meilleur souvenir, tu dis ? Tu m'as dit le meilleur ou le pire, le plus insolite. Alors, c'est pas le pire, pas du tout. C'est un souvenir insolite et un des meilleurs. Pas le meilleur, mais un des meilleurs. Et pas du tout le pire. Parce que j'ai quelque chose que j'ai très bien vécu. Je ne sais pas quel âge j'avais en 2001, mais voilà, j'étais dans une période où je voulais me dépasser, je ne lâcherais pas, tout ça. Donc, ça correspondait très bien, quoi. C'était super. Parfait. Et la dernière, du coup, c'est un petit rituel ou habitude avant ou après de rentrer ou sortir du tatami. Pour les Nantais, je vais dire l'épicerie. Ils vont tous comprendre. Donc voilà, c'est l'endroit où on va manger régulièrement après les cours. Et avant, en fait, avant de donner cours, j'ai toujours peur. Ça m'a pas quitté depuis le début. J'ai toujours eu ça. Et il y a toujours un petit moment où je sais pas comment dire, ça peut durer une seconde, mais où je me dis, non mais Farid, ça va aller, ça va aller. Alors c'est pas un rituel, mais c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais même dans mon dojo, avec les gens à qui j'enseigne, il y en a, c'est des amis très très proches, quoi, des vrais amis, quoi. Il y a toujours un petit moment, je regarde un peu par terre, je souffle et je dis non mais ça va aller Farid, ça va aller. Voilà. C'est fou. Du coup, avec ça, en fait, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, Farid, pour ce moment de partage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment pris plaisir à écouter ce que tu dis. Quels sont tes projets à venir, que ce soit dans l'enseignement, les stages ou autres ? Projet, continuer à pratiquer. J'ai 51 ans, donc rester en bonne santé physique. Voilà, pour pouvoir pratiquer le plus longtemps possible. Donc je pense notamment, question de la nourriture. J'ai du mal à pas manger de sucre, donc c'est un de mes défis. Donc la santé, continuer à pratiquer. Je suis DFR pour la Ligue Bretagne et jusqu'en 2028, donc il y a encore 3 ans et demi là, à continuer à faire des choses et je suis assez content de ce qu'on a fait. Donc j'étais en 2020 et donc ça fait 4 ans et là c'est la deuxième mandat. Donc avec le président Patrick Fillon, continuer sur la ligne qu'on a faite. Où je trouve qu'on arrive à faire des choses correctes. Voilà, et puis continuer à pratiquer, à enseigner aussi, mais à pouvoir pratiquer, à pouvoir prendre l'Ukemi le plus longtemps possible. Voilà, ça va encore, hein, mais voilà, je sais bien que. Donc
Voilà, pour les projets. Continuez à pratiquer. Et du coup, alors tout à l'heure, tu as parlé de ton site web, justement, pour les gens du coup, qui ne te connaissent pas, mais qui voudront du coup te rencontrer. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Alors, mon site web, c'est un site vraiment très basique. Je mets juste des infos de base. C'est www.nantes-aikido.org. Ça, c'est mon site à moi. Nantes-aikido.org, le tiret du 6. Ok. Et ensuite, je suis dans une autre structure qui s'appelle le Dojo Nantais, qui est une plus grosse structure à Nantes, où il y a du judo, plein de choses. Et là aussi, j'ai une page, mais c'est pas moi qui l'a fait. Et donc, je contrôle pas cette page. Et donc, peut-être vous tombez sur celle-ci du Dojo Nantais. Ça, c'est pas mon site à moi. Mais il y a des informations aussi dessus. Mon site à moi, où je mets mes actualités, tout ça, c'est www.nantes-aikido.org. Parfait. Voilà. Et du coup, on mettra quand même les liens du coup, avec le podcast. Et la dernière question, est-ce que tu as un mot que tu souhaiterais du coup, partager avec les auditeurs du coup, qui vont écouter ce podcast? Merci de cette rencontre. Voilà. Merci à vous, les auditeurs, pour cette rencontre. Alors, moi, je ne vous rencontre pas, là, à part toi, Amine, mais si vous écoutez ce podcast, c'est qu'il y a une rencontre. Donc, je vous remercie pour cette rencontre. Bon, voilà. Parfait. Merci encore, Farid, pour cet échange que j'ai vraiment adoré. Et je suis sûr que les gens qui vont écouter, du coup, vont adorer aussi. Et puis, je te dis à très, très bientôt sur le tatami. Avec grand plaisir, Amine. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez voir un invité en particulier dans le podcast, dites-le moi en commentaire ou laissez-moi un message sur Instagram ou Facebook. On se retrouve bientôt pour d'autres discussions passionnantes sur Aikitalk. À très vite.